Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode, ce premier épisode avec moi pour le podcast Au fil de l'idée, tisser des pensées, révéler de monde. Sans plus tarder, accueillons notre invité de ce jour. Bonjour Maximilien. Bonjour Frédéric. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors, je vais me présenter personnellement, tiens, pour changer un peu. Donc, je suis un homme, je réside actuellement en Alsace, j'ai 39 ans. Je suis en ce moment en présence avec mon chat qui est invisible, mais juste en dessous, qui a insisté pour être présent. C'est comme ça. Professionnellement, et ça viendra colorer, vous voyez, hop, il marque sa présence, ça viendra colorer un petit peu nos échanges. Je suis psychologue. Je suis également docteur en psychologie, je suis psychothérapeute, je suis superviseur, c'est-à-dire que j'amène les professionnels à réfléchir sur leur pratique. J'ai travaillé dans le domaine de la psychiatrie, j'ai travaillé dans le domaine somatique, tout ce qui touche aux affections du corps dans différents services hospitaliers. J'ai travaillé beaucoup dans le social et actuellement aussi dans le judiciaire. Je peux dire que j'ai enseigné dans différentes universités, 6-7 universités, je ne sais plus trop, en France. J'ai donné quelques formations privées sur le domaine et puis j'ai écrit 2 livres pour les professionnels, euh, quelques chapitres de bouquins, pas mal d'articles scientifiques. J'aimerais bien essayer d'écrire un livre grand public, mais je bloque un peu pour la première fois de ma vie. L'écriture est un peu difficile, mais ça viendra. Hmm. Et puis voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui sur moi, quoi. Merci. Voilà. De quoi on va parler aujourd'hui ensemble? Quel est le thème que tu as choisi? Alors le thème, donc tu m'as demandé qu'est-ce qui me parlait. Il y a un thème qui revient beaucoup dans mes discussions à haute voix et avec les gens, qui est la responsabilité. Hmm. Alors déjà, moi je ne vais pas faire une conférence aujourd'hui. Je ne suis pas un grand philosophe qui connaît le sujet parfaitement, mais je veux en parler parce que ça me travaille beaucoup en fait en tant que psychologue. Donc je présente mes excuses s'il y a des gens qui peuvent se sentir lésés. Pourquoi? Parce que c'est pas mon intention et que la question de la responsabilité, ça amène souvent soit des groupes, soit des minorités, actives ou pas, à se sentir lésés. Quand on parle de responsabilité, souvent on va chercher qui a fait une bêtise. Et c'est d'ailleurs marrant parce que la responsabilité, étymologiquement, ça veut dire se porter garant, ça veut dire répondre d'eux. Hmm. Donc responsable et répondre, c'est la même origine en fait, étymologiquement. Et ce que j'aime bien dans la question d'être responsable, c'est que soit c'est positif, on parle du leader qui est responsable, ça permet de passer à l'action, d'apprendre du passé, d'apprendre ce qu'on a mis en place, mais ça peut être aussi négatif, dans le sens, c'est le coupable, et donc ça peut créer des confusions, des remords, des regrets, il y a peut-être une question moralisatrice derrière, c'est pas bien, j'aurais pas dû. Donc en fait, pour résumer ce thème-là, quiconque est responsable, en fait, est capable de répondre de ses actes. Et Hmm. donc, pour moi, en tant que psychologue, parce que tu m'as dit pourquoi ce sujet-là, moi, il m'intéresse parce que dans un premier cas, je sais que pour éviter d'être pris pour responsable, on assiste souvent à un espèce de jeu de comédien que les êtres humains font, qui consiste à feindre un peu l'idiotie, l'incompréhension, pour se faire passer pour irresponsable. Et donc, par Hmm. définition, pour victime d'un mécanisme qui s'est refermé sur nous et qu'on n'aurait pas vu. Ça, c'est le premier cas qui m'intéresse beaucoup parce que je vois bien que les gens sont amenés à prendre cette place par moment. Et le deuxième cas, il est moins volontaire. C'est parce qu'on n'a pas vu, par définition, ce qui nous est arrivé, ce qui est en train de se passer, même si je pense personnellement qu'on a tout sous les yeux, mais qu'on ne peut pas toujours tout traiter en direct. Les informations, on ne peut pas toujours les traiter en direct. Donc, comme je vois que tu lèves les yeux au ciel, je vais te donner un exemple. Mhm. Pour moi, c'est la rencontre amoureuse dont j'ai souvent parlé dans différents podcasts, où notre volonté, notre désir de plaire, d'être aimé, d'être en couple, les hormones, notre histoire, font qu'en fait, on va minimiser des choses, on va mettre de côté des informations parce qu'on a un bombardement d'informations en direct, et la suite, pour être un peu cynique et drôle, on la connaît parfois, au bout de 5 ans, on se plaint de tout ce qu'on avait finalement sous les yeux. Et la Hmm. plupart du temps, les gens disent oui, je le savais, qu'il était alcoolique, qu'elle était désagréable, qu'elle ne s'entendait pas avec les gens, qu'il avait ce type de fonctionnement. Je le savais.
mais d'une certaine manière, et donc j'ai une part de responsabilité. Voilà. J'ai une part de responsabilité. J'ai pas eu envie de me mettre dans cette histoire, mais en fait, j'ai vu quelque chose. Et pour terminer, pour clore un peu pourquoi ce sujet, il y a la question du hasard qui arrive au final dans la vie. Est-ce qu'il nous arrive des choses par hasard? Est-ce qu'on est responsable? Et pour moi, il faut pouvoir différencier la survenue de choses inopinées des répétitions. Parce qu'en fait, dans la vie, parfois, on est confronté à des choses qui se répètent. Encore faut-il se rendre compte qu'il y a des répétitions. Hmm. Parce que les questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi ça m'arrive, pourquoi je tombe toujours sur un pervers, pourquoi on me vire toujours comme un malpropre de mon travail. Ça, c'est des belles questions. Donc pour moi, et je vais finir là-dessus, la responsabilité, ça amène à la possibilité de devenir metteur en scène de sa vie. Et notamment en faisant quelque chose qui nous arrive, plutôt que d'être façonné, j'ai envie de dire, par les déterminants extérieurs. Quand je me sens responsable, je peux être amené à aller dans une situation ou à ne pas aller dans une situation. Se sentir responsable, c'est savoir ce sur quoi on a prise. Et ça ne veut pas dire se sentir coupable et ça ne veut pas dire qu'on peut tout contrôler dans notre vie. Mais ça veut dire savoir ce qu'on peut bouger et ce qu'on ne peut pas bouger. Hmm. Voilà. Moi, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup, enfin, tu as parlé, il y a plein d'axes, il y a Ouais. plein de choses que tu as exposées et ils sont tous. En fait, chaque sujet que tu as amené pourrait prendre et être développé de manière précise parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais parmi ces, moi, j'ai retenu trois axes à peu près. Toi, quel Ouais. est le chemin sur lequel tu aimerais vraiment qu'on se concentre pour notre échange là de ce jour? Si Bah, ouais. Là, moi, par exemple, j'ai entendu, tu as défini la responsabilité, tu as donné un peu des exemples et tu as expliqué pourquoi tu as choisi cette thématique. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est de savoir, un, sur lequel axe tu veux y aller, et deux, c'est bah, comment savoir et déterminer si quelqu'un est responsable, parce que c'est difficile finalement, on n'est pas dans la tête de l'autre, on ne peut pas deviner ses intentions. Toi, en tant qu'expert, tu es confronté sûrement à des situations dans lesquelles tu dois décider dans des situations complexes. Comment tu t'y prends pour savoir si la personne en face, elle joue un rôle, elle prend la place, elle fait feindre l'idiot, comme tu as dit, ou elle fait semblant, et quelqu'un qui est vraiment, qui n'a pas conscience ou qui réellement n'a pas cette possibilité d'avoir conscience de ses actes. Tu vois, il y a un Bah, peu tu tout sais, ça. moi, j'aimerais bien parler un petit peu de la place de la psychologie là-dedans, Mhm. mais j'aimerais quand même rappeler peut-être quelque chose qui sera évident, c'est qu'en fait, c'est d'abord et avant tout quand même un regard social sur les choses. Mhm. Parce que dans les années 70, par exemple, quand tu conduisais alcoolisé et que tu étais arrêté, et qu'il y avait un accident, par exemple, voilà, tu Ouais. as un accident de voiture, c'était une circonstance atténuante, le fait que tu aies bu, Frédéric, en Mhm. France. Donc, quand les gendarmes, il arrivait souvent, quand les gendarmes arrêtaient quelqu'un dans les années 70 et qu'il avait bu, ils le laissaient repartir. Mhm. Maintenant, c'est une circonstance aggravante, et uniquement depuis 2007. Dans les années 70, il n'y avait pas de taux d'alcoolémie, il n'y avait pas de ceinture de sécurité obligatoire, les limitations de vitesse, elles étaient beaucoup moins sévères qu'aujourd'hui. Donc, il y a une vraie question derrière ça. Je crois qu'il y a la question de la norme aussi derrière ce truc-là. Et tu vois, là, pour l'alcool, c'est une belle question parce que aujourd'hui, on pourrait dire tu es un irresponsable, tu as bu, alors qu'avant, on aurait pu dire bah, le pauvre, c'est pas de sa faute. Ce qui nous renvoie quand même une question, et donc tout de suite, on voit qu'il y a un débalancement à trouver entre les responsabilités individuelles et puis la question collective. Parce que Mhm. face à une bouteille, on ne peut pas dire que tu bois à cause de la société, on peut aussi dire que tu as pris personnellement et individuellement ta décision. Mhm. Voilà. Et je crois que la psychologie, malheureusement, je dirais, la façon populaire dont on a d'attraper la psychologie, de s'en servir, elle vient souvent nous expliquer aux autres en quoi c'est pas de notre faute. Et on vient souvent chercher des psychologues pour aller chercher des confirmations de diagnostic et parfois pour se dédouaner de toute responsabilité. Et Mhm. donc, on a plein de questions comme ça. En tant que psychologue, ce que je vais raconter, en fait, c'est assez commun. Le diagnostic sert à ça. Quand on dit j'ai un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, on dit que c'est mon attention qui est touchée. Parfois, on dit j'ai un haut potentiel intellectuel, c'est pour ça qu'il m'arrive des soucis. C'est mon intelligence qui est touchée.
Parfois, on se dit, j'ai été victime d'un pervers narcissique. C'est-à-dire, j'ai été sous l'emprise de quelqu'un de plus intelligent qui a eu, de manière maléfique, une emprise sur moi. Ou alors, c'est mon corps qui a mal. Ou alors, c'est pas de ma faute, j'ai une personnalité multiple. Aux États-Unis, dans certains États, si un psychiatre reconnaît que tu as une personnalité multiple, tu peux être dédouané de la responsabilité du meurtre de ta femme, Frédéric. Il faut le savoir, c'est important. À plusieurs milliers de kilomètres, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Donc, tu vois, le diagnostic, il n'est pas anodin. Donc, je ne suis pas en train de dire que les gens qui viennent chercher un diagnostic veulent absolument être dédouanés, mais on sait bien que pour certains, c'est la possibilité de ne pas interroger leur façon de fonctionner à eux. Parce que moi, ce qui m'intéresse, tu vois, quand je pense que j'identifie chez moi une difficulté, j'ai une pente naturelle à être très sensible émotionnellement. Quand j'ai tendance à me dire que je suis très intelligent ou peu intelligent, ou que j'ai des soucis pour être attentif, ou que je m'attache très vite quand je suis amoureux, quand je connais ces difficultés-là, entre guillemets, chez moi, naturelles, ma responsabilité, elle ne s'annule pas. Et souvent, on vient chercher chez l'étiquette du psy le fait que, ah ben, on peut rien y faire. Et moi, je n'y crois pas. Je crois que la responsabilité est toujours là et elle doit amener une forme de maturité ou de sagesse en adaptant ses actions. Si je sais que je tombe très très vite amoureux, il faut que je me dise que ah bah, dès mes premiers émois, je dois respirer, je dois souffler, je ne dois pas m'emballer, je ne dois pas prendre trop d'engagement auprès de la personne. Plutôt que de dire ah bah c'est pas de ma faute, mon psychologue a dit que j'étais dépendant affectif. Et Tu vois? j'ai une question qui me vient là tout de suite, c'est, Ouais. justement, tu me parlais de l'alcool, le regard de la société, par rapport quand quelqu'un boit et avant il était pas forcément responsable, maintenant si, depuis 2007, si j'ai bien compris. Mais maintenant dans la profession, toi en tant que professionnel de l'accompagnement et des quel est C'est le surtout regard? l'accompagnement qui anime mon boulot. Mais dis-moi alors. Quel est le regard des professionnels de psychologues aujourd'hui sur cette question de responsabilité? Quelle est un peu la vision de la psychologie? Est-ce qu'elle est utilisée comme excuse pour dédouaner, déresponsabiliser, médicaliser, psychiatriser? Ou bien elle est vraiment utilisée pour pouvoir expliquer et trouver des solutions et ne pas forcément enlever toute l'action que peut avoir un individu sur sa propre vie, toutes les décisions qu'elle peut faire par elle-même. Et quelque part, il y Je a ne un sais pas mot, s'il y a une réponse. Je sais pas s'il y a une réponse il n'y a toute pas une réponse? faite à tout ça parce que les psychologues, ça veut rien dire. Tu vois, Mmh. on peut pas dire qu'est-ce que pensent les Réunionnais non plus. Tu Mmh. vois, ça reste un groupe. Tu vois, et ça dépend de comment tu te positionnes. Je vais te conter un exemple basique que plein de psychologues ont dû connaître, mais il m'est arrivé de rencontrer une jeune, par exemple, qui m'a dit, bon, bah voilà, je suis au potentiel intellectuel, elle est pas bien, elle est déçue, en même temps, elle est un petit peu fière de se dire qu'elle est un peu au-dessus du lot, et donc elle explique que c'est pour ça qu'elle est malheureuse, etc. Soit dit en passant, beaucoup de psychologues le savent, mais aucune étude n'a montré un lien entre le fait d'être très intelligent et d'être malheureux. Ça, c'est un mythe français. Mmh. Et donc, elle vient me voir, elle me pose ça avec sa maman. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, pour moi, c'est pas un problème. C'est pas une pathologie. Mais à travers ce regard-là, dans lequel elle a été enfermée par une psychologue qui ne fait qu'évaluer les gens et qui ne propose aucun suivi, elle est arrivée comme si elle avait donc un problème et qu'il fallait lui régler. Moi, je lui ai dit, bah écoutez, c'est une façon de voir les choses dans votre vie, mais moi, je ne considère pas que ce soit un problème. Donc, elle a rencontré une professionnelle qui a euh, essentialisé et réifié un problème comme s'il existait. Vous êtes HPI, donc, par définition, c'est pour ça que ça ne va pas dans votre vie. Mais moi, en fait, je n'ai pas cette lecture des choses. Vous voyez? Mmh. Bah, tu vois, Frédéric. Et donc, moi, c'est une vraie question que je me pose. On est là pour poser un diagnostic ou on est là pour que ça aille mieux? Et c'est là toute la Mmh. difficulté de la psychologie, c'est que on a eu un auteur notamment que beaucoup de psy connaissent, qui est très cité dans le monde, qui s'appelle Carl Rogers. Lui, son idée à lui, c'est qu'à part dans des situations très graves, il n'y avait pas besoin de poser de diagnostic. Et Mmh. c'est vrai que quand on pose un diagnostic, ben, on a des biais. On vient, par un biais de confirmation, ne regarder que ce qui va dans le sens du diagnostic. Mais moi, j'ai envie Mmh. de te dire, un diagnostic, pour moi, ça doit être un véhicule pour arriver quelque part. Et souvent, on n'en a pas spécialement besoin, ou on peut prendre plusieurs véhicules.
Ça reste des mythes, tu vois. Mhm. Il y a un ensemble de symptômes qui font penser à un syndrome. Oui, mais en fait, moi, ce que je veux au final quand je reçois des gens, c'est qu'ils arrêtent de me voir parce qu'ils sont heureux, que ça va mieux, qu'ils constatent qu'il n'y a plus de soucis dans leur vie. Mhm. Et l'étiquetage est important parce que si on dit que, en fait, c'est pas le problème que tu sois HPI, mais le problème, c'est que tes parents t'ont donné certains privilèges et que tu as tendance à pas vouloir faire d'efforts et que tu n'as pas forcément été encouragé à être patient en cours, même si c'est long, tu n'as pas pris l'habitude de refaire tes exercices, c'était une forme de nonchalance et puis finalement tu supportes pas qu'on puisse te recadrer au niveau éducatif et que donc ça va plus et que tu as du mal parce que tu t'engueules avec tes copains, tes copines, je suis pas sûr que la question d'être HPI soit la question au final. Mhm. Tu vois. Donc, il faut différencier la cause de l'attribution causale après coup. Tu Mhm. vois. De la même manière, et je te donne un exemple un peu simplet, désolé, mais si tu te fais arrêter dans la rue en sortant, tu pourras pas tout de suite me dire ah bah c'est mes origines. Bah peut-être, mais j'en sais rien en fait. C'est ta reconstruction après coup, mais peut-être pas en fait. On te dira bah non, monsieur, vous n'avez pas le droit de vous balader avec un casque en voiture. Ah bah oui. Donc tu Mhm. t'es trompé de l'intention que l'autre avait sur toi. Et Mhm. donc je crois qu'en psychologie, il est toujours difficile, on peut constater des choses, ça on sait le faire très bien, mais un petit peu comme dans une expertise judiciaire par exemple, déterminer ce qui a causé quelque chose, ça devient très compliqué. C'est très Mhm. compliqué parce que les causalités ne sont pas linéaires en fait. Mhm. Les effets sont plurifactoriels et puis on est face à des gens qui nous racontent des choses. Donc Mhm. l'objectivité est toujours compliquée en psychologie. On Mhm. part du narratif et de ce que racontent les gens. Mhm. Tu vois. Et j'aimerais revenir sur le cas que tu as partagé d'une psychologue qui pose un diagnostic de haut potentiel comment dire, à un patient, à une patiente. Ouais, ouais. Et quand tu m'as parlé de ça, il y a deux thèmes qui me sont venus. On va jamais Pour moi, s'arrêter parce que chaque fois ça nous évoque plein de trucs. Ça va faire un arbre mais je pense que immense. c'est intéressant de le poser parce que ça fait référence aussi au domaine de l'apprentissage. Et, et toi, ce que tu soulèves, c'est vraiment, quand toi t'accompagnes, tu vises vraiment l'autonomie du patient. Enfin, il y a ça qui ressort, ce que j'ai entendu. Mais pourquoi les deux termes sont importants pour moi de te demander ce que tu en penses? Les deux termes sont éducation versus endoctrinement. C'est-à-dire, dans les deux cas, ce n'est pas compatible d'éduquer et d'endoctriner. Et un, on donne les outils à l'individu pour justement pour qu'elle puisse s'en sortir, qu'elle puisse décider par soi-même, qu'elle puisse penser par soi-même et même viser son autonomie. Son autonomie, elle n'est pas dépendante de la personne qui l'éduque. Tandis qu'endoctrinement, c'est pousser quelque part une croyance et amener une forme de dépendance à la personne qui amène cette croyance. Et pour moi, quand tu me parles de HPI, bah, j'avais cette impression que finalement, au-delà d'un simple diagnostic, c'est carrément une doctrine, c'est carrément quelque chose qui va Oui, enfermer un individu dans une façon de voir. Et tu as parlé d'un truc intéressant, tu as dit, ça, c'est un point de vue. oui, c'est C'est-à-dire, un point de vue parce qu'on peut pas résumer la personne et on peut pas faire ce lien. C'est-à-dire que c'est peut-être parce qu'elle est blonde, c'est peut-être parce qu'elle a 14 ans, c'est peut-être parce que elle est désagréable, c'est peut-être pour un milliard de choses. C'est peut-être parce qu'elle a pas de chance, c'est peut-être plein d'autres trucs. Ça peut faire partie des caractéristiques, mais la cause n'est pas entendable en fait. On peut pas, par définition, dire ah bah elle a HPI. Parce que ce serait malhonnête d'une certaine manière. Et moi, ce qui m'intéresse, qu'elle soit intelligente ou pas, c'est comment elle va pouvoir s'en sortir dans la vraie vie, dans cette société. Et c'est ce que je dis souvent à beaucoup de parents, c'est vos enfants sont très bons en maths, en géographie, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, ils sont rapides. Ils sont rapides et ils s'ennuient vite. Et ils ne supportent pas quand les gens sont bêtes. Et ils sont en classe normale. Donc, il va falloir qu'ils acceptent de s'ennuyer. Il va falloir qu'ils acceptent de gérer leur frustration. Il va falloir qu'ils acceptent que les gens soient bêtes, parce qu'en fait, dans la société, il y a plein de gens qui nous paraissent bêtes et lents et chiants. Pourquoi? Parce que la question, c'est pas d'être le plus intelligent, c'est de se sentir bien dans sa vie. Et donc, moi, je dis aux parents à faire que ces enfants-là, ils acceptent parfois l'injustice, la lenteur,
quand tu attends à la poste ou quand tu te fais arrêter injustement par un gendarme ou quand les impôts oublient de te prélever, que finalement ils te majorent de 10%, tu vas pas pouvoir à chaque fois utiliser une arme pour tirer sur tout le monde. Donc il va falloir que tu acceptes parfois de différer tes plaisirs, gérer ta frustration. Et je leur dis, c'est ça qui est important. Mhm. Parce que être le premier à l'école primaire ou à Harvard ou à HEC, ça va un temps, mais ça ne suffira pas à se sentir bien. S'il suffisait Mhm. d'être avoir la meilleure note pour être le plus heureux, j'aurais pas cette discussion. Tu vois? Ok. Et c'est intéressant, on parle d'acceptation. Ben, toi, en tant que psychologue, ben, est-ce que tu as des astuces, des clés pour justement arriver, ben, déjà, dans ce processus, ben, on part où on est et d'arriver à accepter quelque chose que pas forcément facile, pas forcément agréable, pas forcément confortable à faire comme processus. Tu vois? Je sais pas, parce que ta question est un peu générale. Elle m'a renvoyé à deux trucs, Ouais. mais j'ai rien de concret en fait. Je sais pas si on parle de la même chose, parce que si j'avais la voie de l'acceptation par essence, je te dirais que Que Sinon, si tu veux, quelles sont les pistes à explorer pour justement aller, vers cette voie d'acceptation alors? Quelles sont les bah, en pistes que fait, toi tu donnerais? d'une manière générale, pour moi, l'acceptation, c'est l'inverse de l'anxiété. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, dans de l'anxiété généralisée, c'est le fait d'être intolérant à l'incertitude de ce qui va se passer demain, à tous les scénarios catastrophes. L'acceptation, pour moi, elle passe par notamment le fait de se retrouver dans le moment présent. Donc c'est très bouddhiste finalement. La psychologie a reconstaté ça dans des études et dans des courants théoriques et tout, mais on a réinventé l'eau chaude, c'est de se retrouver dans le moment présent. Et puis je crois, peut-être que je vais en parler plus personnellement, et ayant une dimension un minimum anxieuse chez moi, les gens qui me connaissent diront oui en souriant, je crois qu'il faut pouvoir faire le tour de ce qui nous arrive et évaluer ce sur quoi on peut avoir prise. Tu vois, ce qui rejoint presque la devise des alcooliques anonymes, qui était la phrase de Sénèque qui disait en gros qu'il faut pouvoir contrôler ce qu'on peut contrôler et qu'il faut pouvoir lâcher ce qu'on doit lâcher. Et il dit en gros, il faut avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que parfois on ne veut pas lâcher des trucs alors qu'il faut les lâcher. Et puis parfois on devrait se faire un effort plutôt que de laisser couler. Et Mmh. donc, pour atteindre cette sagesse, pour moi, il faut pouvoir retourner dans le moment présent, observer la situation, se dire, bon, ben voilà, moi, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai pris les médicaments, j'ai fait mes analyses, j'ai fait tout. Maintenant, si la mort sonne à ma porte demain, eh bien, elle sonnera à ma porte demain. Mais en tout cas, je l'accepterai parce que bah, la vie, en fait, n'est pas contrôlable. Voilà. Et que moi, j'ai fait ma petite part. Donc, c'est une façon anxieuse de se désangoisser. Voilà, je le Mmh. dirais comme ça. Et pour moi, l'acceptation, elle ne passe que par le moment présent. Mais Puisque, en fait, c'est le lendemain c'est le lendemain potentiel qui nous rend malheureux, en fait. Mmh. Tu vois? Et là, beh, c'est là où c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des gens, n'ont pas la possibilité de revenir dans le moment présent, soit par ignorance, soit parce ils ne connaissent personne pour les aider, soit ils n'ont pas de ressources. Enfin, il y a plein de raisons. Il y a Eh un bien, niveau d'incer je pense qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils font, ce qu'ils choisissent comme voie. Tu vois, par exemple, l'exemple que je donne très souvent qui parle aux gens, quand vous écoutez une chaîne d'information en continu, je leur dis, faites ça pendant 5 heures et rappelez-moi. Et dites-moi dans quel état vous êtes. Vous savez intellectuellement que oui, des choses sont modifiées, exagérées, qu'il faut prendre du recul. Mais émotionnellement, on vous a quand même expliqué qu'on va tous mourir parce qu'il y a un dictateur, parce qu'il y a des bombes, parce que tout ça. Donc, vous avez beau avoir le recul intellectuel, émotionnellement, vous êtes complètement grillé. Et Mmh. donc, la question qui se pose à chaque instant, c'est qu'est-ce que je décide de faire? J'allume ou pas la télé? Je regarde ou pas mon portable? Je bouquine ou je bouquine pas? Je cuisine ou je réchauffe un plat sous plastique au micro-ondes? Et donc, je crois que sans arriver à une angoisse où on doit contrôler tout et faire tout parfaitement, je crois qu'il faut qu'on se rappelle, et c'est ça qui m'intéresse sur Mmh. la question de la mise en scène, c'est je souffre, mais je souffre en ayant choisi un décor et en ayant activé des choses. Donc finalement, je peux incriminer la télé, mais qui c'est qui a allumé cette télé? Mmh. Voilà. Alors évidemment, c'est addictif, évidemment, j'ai envie de savoir, mais
c'est ma responsabilité de me nourrir. Tu vois, il y a une époque où on se le disait plus que maintenant, et une époque où on disait il faut faire attention à ce qu'on mange. Bah oui, donc bah, vous avez un cancer en même temps, ce que vous fumez, ce que vous buvez, ce que vous mangez, bah, c'est mathématique. Vous n'êtes pas responsable de tout, il y a des facteurs génétiques, mais il y a votre part. Et ben, je me dis que mentalement, on est face à un défi, moi je le ressens comme ça depuis quelques temps, il y a de plus en plus de jeunes qui vont mal, énormément. On a une explosion des jeunes qui finissent aux urgences pédopsie, énormément. La solitude n'a jamais été aussi forte. Le président du MEDEF parlait d'1,4 million de jeunes qui n'ont pas de formation, qui ne font rien de leur quotidien en ce moment. Donc il y a tout ça qui ne va pas. Et je crois que on est plus à l'ère de l'information, on est hyper informé de potentiels risques et de potentiels problèmes, et que bah, notre part de responsabilité, c'est pas forcément d'éviter ça, mais c'est de se dire de quoi je vais me nourrir en fait. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma tête? Et donc pour tout te dire, moi, ça fait encore quelques jours, je me suis dit, il faut que tu reprennes du temps pour lire, plutôt que de t'intéresser à une actualité qui vient, qui va, mais qui semble te nourrir intellectuellement, mais qui te bousille peut-être aussi affectivement, émotionnellement en tout cas. Tu vois? Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est ma responsabilité quand je pose les choses. Tu vois? Parce que évidemment, l'actualité est horrible et j'ai de plus en plus de gens qui m'en parlent, mais je ne leur dirais pas, bah, tournez juste la tête, mais qu'est-ce que vous décidez de faire de votre journée? Parce que si tu décides d'aller faire une randonnée cet après-midi et qu'il fait beau, je peux te dire que ce soir, tu seras dans un autre état que si tu as voulu regarder absolument le direct sur la prise d'otage. Parce que oui, la personne sera morte, mais en fait, des gens, il en meurt tout le temps, et puis c'est tout, quoi. Et j'aimerais revenir sur cette métaphore que tu as employée. Et pour moi, c'est un message d'espoir aussi, quelque part. C'est-à-dire que si on se dit qu'on reprend, c'est une scénette et que c'est des décors, un peu comme les pièces de théâtre, ça veut dire que la personne qui joue, elle a le pouvoir de changer de décor. Et la télé fait partie d'un décor, mais elle peut choisir d'autres choses. Et toi, ce que tu te demandes, c'est de questionner sur le décor actuel. Qu'est-ce qui pourrait être changé? Qu'est-ce qui serait bien de changer pour, quelque part, aller mieux? Pour être mieux dans sa peau, dans son corps, dans son esprit. Et donc, ça veut dire que comme on est dans une vision plutôt systémique, c'est-à-dire que tout ne vient pas de ma volonté, c'est aussi l'environnement qui m'influence, et bien autant essayer d'avoir une prise sur mon environnement. Parce que en fait, ce tableau, cet appartement, cet endroit, cet ordinateur, cette table, je les ai choisis aussi. Tu vois? Et qu'il y a une vraie question. C'est-à-dire quand je fais des choix, pourquoi je les fais? Et tu vois, j'ai été amené à travailler un petit peu, à faire du montage vidéo pour quelques vidéos que j'avais faites pour une boîte. Et j'avais filmé des actions de formation que j'avais faites, etc. Bah, c'était fascinant parce que j'ai été confronté à cette question d'emblée que je n'avais pas imaginé à ce point-là. C'est que celui qui filmait m'a dit, tu filmes quoi et pourquoi et pour raconter quoi? Et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, tout ce qu'on mettait devant la caméra devait avoir un sens. Et que finalement, c'est le décor qui faisait l'histoire aussi. C'est ce qu'on filmait, c'est le point de vue, c'est la narration qui faisait l'histoire. Et que finalement, les personnages arrivaient en bout de course, quoi. Et je pense qu'il faut se rappeler ça individuellement. En fonction de ce que je mange quotidiennement, je vais devenir aussi ce que je mange. Tu vois? Et qu'il y a des informations qui déstabilisent le côté affectif, le côté émotionnel d'un individu. Et trop en consommer, ce n'est pas très sain pour la suite du développement de la personne. Oui, et puis je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Après, une autre question, c'est de réussir à le faire. Parce que tout le monde le sait que scroller, comme on dit, son téléphone toute la journée ne sert à rien, etc. On le sait tous. On sait tous que ça va pas bien. Enfin, on le sait tous. On est beaucoup à le sentir. Et je pense qu'à un moment donné, tu vois, c'est comme le modèle de l'addiction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu retires, moi, j'ai jamais cru qu'on pouvait retirer une addiction comme ça. J'y crois pas. Pour moi, quand on retire quelque chose, on a nécessairement l'obligation de repenser tout le système. C'est-à-dire comment tu gères tes émotions, comment tu gères l'ennui, comment tu gères le vide. Parce qu'en fait, l'addiction, elle permettait de bourrer, de remplir et de calmer. Et donc, si tu enlèves ça, bah, comme un étai, tout va s'écrouler si tu n'as pas pensé plus globalement à reformater un peu ta vie, ta façon d'être en relation avec toi et avec le monde. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut pouvoir penser. Je le pense comme ça. Et dans cette vision-là, quand j'aborde des gens en consultation, notamment,
je me dis que ça leur permet un peu plus de pas avoir la tentation de se planquer derrière ah bah j'ai tel diagnostic, mais c'est de se dire bon j'ai tel diagnostic, ok, je suis bipolaire, je suis borderline, on m'a dit que j'étais HPI, on m'a dit que j'étais hypersensible et tout, ok très bien. Qu'est-ce que je peux faire au milieu de tout ça? Parce que comme dit une phrase que j'aime bien, est-ce que vous préférez avoir raison ou vous préférez aller mieux? Moi je m'en fous d'avoir raison si je peux aller mieux en fait. Et Mm. donc, c'est ça qu'il faut pouvoir trouver. Une façon de retrouver un pouvoir d'agir sur sa vie. Parce qu'en fait, il y a des gens avec des diagnostics qui vont beaucoup plus loin qu'avec des gens sans diagnostic aussi. Voilà, le diagnostic est un élément qui permet de dire des choses sur les gens. Mais c'est pas la maladie qui va faire avancer les gens, c'est les gens eux-mêmes. Mm. C'est les Et, et- compétences des gens. et j'ai une question pour toi. Je pense que le fait que tu t'exprimes, c'est déjà une partie de la réponse, mais je vais quand même la poser. Euh, cela demande un travail, cela demande un effort, des efforts à produire pour justement se poser les questions que tu as soulevées. Et je trouve que c'est une excellente question. Est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux aller mieux? Il faut faire un choix et ça demande un effort de décider, de choisir. Et est-ce que c'est un travail qu'on peut faire seul ou nécessairement on a besoin de l'autre pour décider? Moi, je me dis que pour pouvoir assumer une responsabilité, ça doit s'assumer auprès d'un autre. Hmm. Parce qu'en fait, au fond, les gens, moi, je suis partisan de l'idée que l'être humain, par définition, ment toute la journée en permanence. Bon, les études le montrent aussi, mais je veux dire, philosophiquement, intellectuellement, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pouvoir faire amende honorable ou assumer sa responsabilité auprès de quelqu'un d'autre, ça n'a pas le même effet que de se dire à soi-même qu'on a notre part de responsabilité. Donc Hmm. pour moi, ça doit se faire dans l'altérité. Ça doit se faire Hmm. auprès d'un autre. Moi, je me dis, il y a un truc important, c'est avoir le sentiment d'appartenance. Quand tu me parles de l'autre, c'est appartenir à un groupe. Et là, moi, je parle, par exemple, nous, on vit en démocratie, on vit en Ouais. société. Ben là, quelque part, même si c'est pas un individu, quand on pourrait mettre sur l'autre, ben la société en elle-même, qui appart- Parler aussi, parler devant quelqu'un, c'est aussi assumer ce qu'on vient de dire, c'est s'entendre dire, tu vois. C'est pas la même chose de lire un texte ou de le lire à haute voix, et c'est encore moins la même chose quand quelqu'un l'entend, tu vois. Moi, quand je rencontre une jeune femme après qui il est arrivé à plusieurs reprises le même genre de problématique, et qu'elle me dit, ah là là, les hommes sont des pervers, etc., ou les hommes sont comme ci, ok, il n'y a pas de problème. Entendu. Voilà. Mais quelle est ta part de responsabilité, c'est une autre question. Mais il m'est arrivé dans des situations exactement similaires d'entendre une femme me dire, je sais que j'ai un problème. Je sais que quand je tombe sur quelqu'un qui va pas bien, j'y vais. Je sais que j'ai ces problèmes-là de vouloir faire l'infirmière et que je minimise les problèmes et que je suis obligé de me faire mal pour pouvoir à un moment donné lâcher. Et donc là, tu vois que j'ai deux postures vraiment différentes. Et tu imagines bien qu'avec la deuxième personne, le boulot, il va être beaucoup plus facile parce que la personne a déjà déclaré qu'elle a une part de responsabilité. Hmm. Et souvent, on confond le fait d'avoir une part de responsabilité d'être coupable. Et c'est pour ça que c'est un sujet que peu de personnes abordent. Parce que quand je dis aux gens quelle est votre part de responsabilité là-dedans, c'est que je pars du principe qu'on en a toujours une, d'une certaine manière, mais j'ai pas dit que les gens étaient coupables et que c'était de leur faute et que c'était bien fait pour eux, qu'il ferait mieux de se remettre en question. Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce que j'ai compris de ce qui m'est arrivé? C'est ça à questionner la responsabilité. En quoi je participe à ce qui m'arrive? Tout simplement. Et Et ce là, qui tu sais, ne veut pas ça me dire qu'on fait. présage d'une mauvaise intention de la personne. Ouais. Et là, je trouve que c'est intéressant et ça revient carrément aux notions de sciences de l'éducation. C'est-à-dire, pour apprendre quelque chose, il faut d'abord reconnaître ses insuffisances ou reconnaître les Oui, choses pour passer à l'étape suivante. Et toi, parce ce que, que tu dis, et il faut c'est ce que tu reconnaître. viens de dire pour passer à l'étape supérieure, enfin, d'après, Suivante. parce que tu vois bien dans les deux postures. En fait, la différence, elle est à un endroit précis. C'est que dans la première posture, la personne veut une reconnaissance qu'elle n'aurait pas eue de son statut de victime en pensant qu'à partir de ce moment-là, ça irait mieux. Ce qui est a priori faux, mais va permettre un soulagement minimum parce que enfin on m'a reconnu. Mais dans Hmm. la deuxième phase, on est dans une optique de comment je vais faire pour que ça ne se reproduise pas. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est pas Hmm. tant de dire oui, vous avez été victime. Oui, vous avez été victime, c'est sûr.
quelle est votre part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pouvez en comprendre? Ça fait 3-4 fois que ça vous arrive. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on ne se revoie plus pour ce genre de situation et que vous n'ayez plus à en souffrir. Voilà, en fait, la démarche qui me paraît la plus sincère. Plutôt que de se dire, oui, je confirme que par le passé, vous avez été victime, c'est, oui, je confirme que, quelle est votre part de responsabilité pour que ça n'arrive plus? Voilà. Mmh. Et ce qui ne dédouane pas du tout la responsabilité d'un potentiel agresseur. Oui, oui. En fait, Mais on se situe pas au même niveau. La question n'est pas, qui est le exactement. coupable? C'est plus, ben, OK, c'est arrivé ça mais qu'est-ce que je fais avec ce qui est arrivé et comment je fais en sorte C'est d'améliorer mes ça. conditions de vie? Enfin, ma Mais c'est condition de ça, vie. et on peut extrapoler ça. Tu vois, notamment, j'avais un ami qui me parlait de son fils qui aurait un trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité. Bon, on discute de ça, lui et moi, assez ouvertement. On en a parlé quelques minutes et je lui ai dit, bon, bah, ton gamin, il est futé, clairement, comme toi, il n'y a pas de problème. Il va falloir, j'ai mon point de vue, je lui ai dit, il va falloir qu'il intègre bien ce que ça implique quand il fonctionne de manière automatique. C'est-à-dire Mmh. qu'il va oublier des trucs, il va pas être assez attentif et donc il va avoir des mauvaises notes et il va pleurer parce qu'il est intelligent et qu'il s'y attendait pas. Quand il aura compris ça, il sera plus attentif. Voilà. Mmh. Donc moi, si je sais que je suis toujours en retard, ben, il faut que je me mette des rappels. Si je sais que je suis pas assez attentif, il faut que je me dépêche un peu pour avoir le temps de relire, etc., etc., etc. C'est-à-dire être plus futé que soi-même, Mmh. tu vois. Et c'est parce que ça n'exclut pas d'être intelligent. Si je sais que je vais avoir besoin de faire pipi toutes les 10 minutes, ou si je sais que je vais être en retard parce que je mets du temps à démarrer, eh bien, je prends mes dispositions. Mmh. Pour ne pas me faire avoir, parce que je ne vais pas pouvoir à chaque fois dire oui, mais c'est pas de ma faute, j'ai ça. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas Oui. pouvoir dire à ton employeur, ah, mais j'ai du mal à me réveiller, c'est pour ça que j'arrive en Non, retard. non. Moi, je suis C'est ton prendre employeur, sa je te dis, responsabilité. mais il n'y a pas de problème. Et moi, c'est 9 heures en fait. Mmh. Donc, mets ton réveil à 6 heures, à 5 heures, à 4 heures, dors sur le trottoir, je m'en fous. Moi, c'est 9 heures. Donc, Je voilà. Après, c'est ta part. Mais moi, mmh. je n'ai pas à en pâtir. Je m'en fiche, en fait, de ton explication. Puisqu'à un moment donné, il faut vivre en communauté. Mmh. Et on a bien cette question-là. C'est que maintenant, on a quand même des groupes qui revendiquent des particularités et qui demandent aussi à ce qu'on s'adapte à ça. Et Mmh. qui ne vont pas forcément s'adapter d'eux-mêmes. Tu Mmh. vois? Donc je crois que ça pose vraiment la question de comment on vit ensemble finalement, la question de Mmh. la responsabilité. Pour moi, c'est Et un sujet qui est très chaud. ça soulève exactement ce que tu disais un peu plus tôt, c'est-à-dire le sens. Quand tu dis celui qui filme, le décor, pourquoi il le filme? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Dans quelle intention? Et ben, quelque part, mais pourquoi on a choisi, nous, en tant qu'êtres humains, de vivre dans ce modèle de société? Est-ce que c'est le meilleur? On Mmh. ne sait pas, mais on l'a choisi. Est-ce qu'il y a des problématiques? Bah oui, sinon il y aurait pas de ce serait un modèle parfait, ça n'existe pas, ce serait de l'utopie. Mais oui, c'est rappeler aux jeunes générations, quelque part, ce que tu dis, c'est rappeler le sens de pourquoi on est arrivé à là. Et ça, je trouve, c'est fort de le rappeler, de cette construction de sens. On n'était pas comme ça avant. On a décidé d'eux ensemble. Enfin, plusieurs personnes sont mobilisées. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et ils ont le droit de l'exprimer. Et ça nourrit le débat. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ce modèle, c'est que les choses ne sont pas figées. Elles peuvent bouger et par la force de la responsabilité de si les gens prennent en tant que citoyens, bah, qu'ils ont un pouvoir, ils ont un pouvoir d'agir, peut-être minime, mais comme toi tu as dit, même si c'est minime, même si tu as des prédispositions, ben, il faut y aller quand même si c'est une petite action. On a sa part à faire en tant que petit colibri. Mais tu Voilà. vois, c'est bien la différence entre vouloir faire une démonstration qui va forcément figer et caricaturer les choses ou être en mouvement. Moi, je Mmh. me définis pas comme quelqu'un qui va prendre une photo figée. Par définition, à faire j'accompagne une personne pour que, hop, elle puisse s'envoler et partir. Donc, S'émanciper. si je commence à la figer sur quelque chose, si je me dis oui, mais tu n'y arriveras pas parce que c'est vrai qu'il t'est arrivé ça, je te renvoie à ça d'une certaine manière. Et moi, j'ai plutôt envie de te projeter dans le futur plutôt que de te projeter parfois dans le passé. Donc, Mmh. il faut que je puisse avoir une certaine élasticité par rapport à mes représentations. Si je ne Mmh. crois pas en toi, tu iras moins loin que si je crois en toi. Et je ne vais Mmh. pas pouvoir feindre de croire en toi. Donc, Mmh. je vais devoir m'intéresser à ton cas à tel point qu'à un moment donné, je vais vraiment réussir à être pris par des perceptions d'avenir pour Mmh. pouvoir participer à ton envol. Et donc, je ne vais pas pouvoir simplement faire de l'archéologie, parce que ça aussi, c'est plus européen. On se demande plutôt pourquoi ça ne marche pas, alors qu'à d'autres endroits dans le monde, on se demande en quoi ça pourrait marcher. Tu vois? Mmh. La question est pas la même et on va pas creuser de la même façon, de la même direction. C'est ça. Et il nous reste, quelques minutes. Heu,
Il y a C'est terrible, hein, Bruna. parce que moi, 4 ou 5 heures, ça aurait été le minimum. Je suis en train de me rendre compte. Mais... Et oui, on n'épuisera pas le sujet aujourd'hui, Ah non. mais pourquoi pas un autre jour revoir et approfondir. Mais voilà, il y a une question de Bruna Tofaloni que je vais c'est le moment question pour un champion. Est-ce que tu es prêt, Maximilien, à entendre la question? Oui, bah, j'espère que je vais avoir une réponse surtout, mais allons-y. Ce que tu diras sera une bonne réponse. Ok. Alors, pourquoi alors c'est une question à double question. Je passe un coucou à Bruna si elle nous regarde. Mhm. Pourquoi la responsabilité fait-elle peur? À quoi nous confronte-t-elle de nous-mêmes? Veux-tu que je répète? Oui, non, non, non. En quoi la responsabilité nous fait peur? Bah, je me dis que il va falloir qu'on réponde de nos actes après. Je crois que ça, on repart sur l'étymologie. Il va falloir qu'on réponde de nos actes et puis il va falloir expliquer pourquoi on a eu le courage de faire ça ou pourquoi on n'a pas eu le courage de faire d'autres choses en fait. Mmh. Voilà, et que c'est plus facile d'avoir recours à l'idée d'être pris par les démons, sous emprise, d'avoir été sous alcool, d'être un peu perdu, d'être un peu confus, que ce soit qu'on n'ait pas compris, qu'on n'était pas vraiment là, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a pleinement fait exprès d'échouer Mmh. ou d'avoir pris telle ou telle direction. Donc je crois que très rapidement on se dit c'est pas de ma faute, mais c'est originellement ce que disent les enfants, c'est pas moi, j'ai rien Mmh. fait. Parfois on leur dit mais je t'ai même pas encore dit ce que tu aurais fait, c'est pas moi, c'est pas moi, parce que je veux pas passer au tribunal, je veux pas avoir à m'expliquer, je veux pas répondre de mes actes. Mmh. Voilà, donc j'ai pas vu. OK. Voilà. OK et il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu pourrais, vraiment résumer quelques points forts que tu souhaiterais que les gens qui regardent, entendent? Pour vraiment résumer quelques points forts de ce que tu voulais pas de ce qu'on a discuté et ce que tu comptes que tu dis: «Ça, il faut vraiment que je le répète et que c'est vraiment très important à transmettre à ceux qui vont écouter sur cette thématique de responsabilité». Bah, je dirais peut-être pour résumer, un peu comme ferait peut-être ChatGPT quand on lui demande de résumer un texte, que la question de la responsabilité, elle est par définition profondément culturelle, sociétale, collective et en même temps individuelle, qu'on ne peut pas se planquer derrière l'individu complètement, on ne peut pas se planquer derrière la société complètement. Donc ça, c'est un élément important. Que oui, la responsabilité implique de comprendre, elle implique aussi d'avoir le courage d'admettre qu'on a été sur scène à un moment donné et que par définition, en étant sur scène, même si on n'a pas d'intention, on vient participer à la chimie d'une réaction globale. Hein, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire qu'on est coupable, ça veut dire qu'on témoigne qu'on a été là, en fait. Et je crois que la question de la responsabilité, c'est aussi une forme de courage, je dirais, de pouvoir essayer de mettre en mots ce qu'on a fait, ce qui a été les déterminants de notre action. Parce que quand on comprend un peu mieux la chaîne de déterminants de notre action, on peut commencer à aller vers une liberté. Si je sens que j'ai agi de telle manière parce que j'ai eu peur d'être pris pour cible ou d'être pas compris, euh, je commence à ouvrir la voie pour être moins, comment dire, euh, être moins en difficulté par la suite à cause de mes réflexes. Mmh. Voilà. Je l'explique pas très bien, mais je crois que a priori tu comprends l'idée, c'est-à-dire comprendre un peu plus les déterminants de mes conduites pour ne pas avoir à en pâtir de manière réflexe et répétée par la suite. Sans Donc, conscience, sans conscience, et je dirais, de manière automatique. oui, puis je Mmh. dirais que parfois on a conscience, mais on a conscience d'une image complexe qu'on projette en un quart de seconde, et j'ai envie de dire, bah, évoquer la responsabilité, c'est de remonter la chaîne. Tu vois, dans une institution, quand ça déconne, on peut pas, on dit c'est le directeur parce qu'il a sa responsabilité juridique, mais en fait, le directeur a envoyé un mail, puis une personne l'a lu, mais elle a oublié de le transmettre, et c'est vrai qu'on aurait dû demander, mais en même temps, on l'a transmis quand même, et en fait, la responsabilité, elle fait intervenir tout un tas de personnes et tout un tas de mécanismes. Et je trouve que ce qui est intéressant dans l'exemple que je suis en train de te donner, c'est que les choses ne se reproduisent pas.
C'est ce qu'on est censé faire dans une institution quand on interroge les responsabilités, c'est bon, ben, on a raté une livraison, très bien, bon, ça fait 3 fois, comment on peut faire pour que ça n'arrive plus? Mmh. Comment on peut faire pour arrêter d'être victime de nous-mêmes, tu vois? Parce que la question qui se pose pour moi en tant que psychologue, en tant qu'être humain, c'est d'être le moins victime de soi-même. Et que quand on est victime de soi-même et qu'on ne s'en rend pas compte, bah, on accuse l'autre. C'est pour ça Mmh. que des auteurs diront que le couple permet d'avoir un super bourreau à disposition, d'être dans une institution aussi. Tu vois, quand tu t'en sors pas bien, tu te dis que ça peut être le patron ou le collègue, alors que parfois c'est toi. Parfois ça ne va pas, tu accuses ta femme, mais en fait ça va pas toi en fait. Et je crois que évoquer la responsabilité, c'est comprendre et faire en sorte de réduire la possibilité d'être victime de soi-même et d'arrêter de faire intervenir un tiers en premier lieu. Ce qui ne veut pas dire Mmh. qu'on est complètement coupable de ce qui nous arrive, mais je crois qu'il faut répartir les charges proprement pour pouvoir savoir quelle carte jouer à l'avenir et ne pas retomber dans le piège, quoi. Très bien. Merci Maximilien. Pour clore notre échange, je vais te donner la parole pour nous partager une citation que tu souhaiterais, qui tient à cœur et que tu as envie de diffuser. C'est à J'aime toi. il y a une citation qu'on utilise de plus en plus. Quand j'étais jeune, elle m'avait touché et je sais qu'on la recite souvent. C'est impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Parce que dans cette citation, ils s'habitueront les autres, mais je crois que nous aussi, on s'habituera à ça. Voilà. Bravo, merci. Le live touche à sa fin. Je te remercie pour cet échange. Un dernier mot de la fin? Bah, écoute, je te remercie Frédéric d'avoir pris ce temps et puis tu vois, tu es tombé par hasard sur mon chemin et je trouve que c'est intéressant qu'on ait transformé ça dans du concret. Moi, ça me rend toujours joyeux, quel que soit le contenu qu'il en sortira. C'est une façon d'avoir créé de la réalité. Donc ça me va. Voilà. Merci Maximilien. Le live touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été là et vous retrouverez la vidéo sur YouTube en replay.